Merci d'être connecté un peu en avance pour qu'on vérifie que tout marche. Donc, c'est parfait. Donc, Madame Brun, qui représente la Chambre d'agriculture, Monsieur Nicolas Lecomte, donc, est le responsable des certificats de production biométhane au niveau national, Laurent Coulon, qui est le responsable local sur les C2E. D'accord. Bonjour. Voilà. Et mes meilleurs voeux aussi à tous. Bonjour, Oui, c'est vrai. C'est vrai, bonne année. Donc, on va essayer de répartir le temps, un quart d'heure, 20 minutes sur les C2E, un quart d'heure, 20 minutes sur les CPB, et puis le reste du temps sur les questions. On essaiera de les prendre, on attend un petit peu plus environ 25 personnes. Oui. Environ 25 personnes qui se sont inscrites. Oui. Et donc, l'idée, c'est que les questions soient posées à la fin de chaque intervention, de manière à ne pas polluer, je dirais, entre guillemets, les interventions à 25, c'est gérable. On n'a pas besoin du chat. Apparemment, il y a un quart d'heure provençal aussi pour des réunions visio. Et oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Laurent, c'est toi qui vas démarrer après. On peut faire un essai quand même sur le début de ta présentation pour partager, juste pour voir. Oui, j'ai qu'un seul document que je partagerai. D'accord, ok, bon, ça va alors. C'est le document sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable qui présente l'ensemble des fiches C2E, voilà, pour montrer en fait où se trouvent les fiches et où tout le monde peut y accéder pour les consulter, quoi. D'accord, ok. Donc normalement, ça doit marcher. Si je clique sur partager, j'ai préparé le document derrière. Donc normalement, vous devriez l'avoir. Ok. Et Nadège, de mon côté, je te propose que ce soit moi qui fasse défiler les diapos sur les CPB, puisque j'ai quelques animations, comme ça me permet de gérer les Oui, mais de toute enchaînements. façon, c'est comme ça que je l'avais envisagé. Super. De toute façon, je ne comptais pas m'en mêler. C'est plus facile quand on est à la manœuvre. On est d'accord. Encore une minute et puis on y va. Le webinaire est enregistré, hein. C'est d'accord, oui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait dit, hein, pour qu'il puisse Oui, être accessible aux personnes qui n'auraient pas pu se connecter. Voilà, parce que je pense que des personnes qui se sont inscrites seraient intéressées, mais si elles ne peuvent pas nous rejoindre ce matin à visionner la présentation. Eh bien, on est 15, on va démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Brun? Oui, allons-y. Je vous laisse, on va faire l'introduction à deux, mais je vous laisse commencer. Alors, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire co-organisé par la Chambre régionale d'agriculture PACA et EDF, la société EDF. La Chambre régionale travaille depuis très longtemps avec certains services d'EDF dans le cadre des actions en lien avec la gestion de l'eau sur le bassin versant de la Durance, en lien avec les aménagements hydroélectriques, et donc à des relations très anciennes avec la société EDF. Et depuis quelque temps, EDF, en tant que producteur d'énergie, voit dans le secteur agricole aussi un moyen de développer un certain nombre de services
Et l'idée a germé de créer un partenariat entre nos deux établissements pour justement à la fois apporter de l'information, de la connaissance sur les services que peut apporter EDF, et puis aussi du côté agricole, faire part des besoins et des interrogations sur l'utilisation de l'énergie en agriculture. Donc là, on a proposé d'organiser une série de webinaires en 6 épisodes pendant le mois de janvier et début février, avec Nadège Tissier. Et aujourd'hui, c'est le premier webinaire consacré au certificat d'énergie. Je vous prie d'excuser André Bernard, le président de la Chambre régionale, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce matin, mais qui sera là les autres mardis, pour ouvrir les autres webinaires. Puis si Nadège, vous le souhaitez, je vous propose de commencer votre présentation. Alors, juste avant de passer la parole à mes collègues, moi, je voudrais juste effectivement revenir sur le pourquoi de ce partenariat face aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et puis la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre. L'électrification des usages va s'avérer primordiale pour décarboner tous les secteurs et contribuer ainsi à atteindre le net zéro. Et donc, dans ce cadre, c'est dans ce contexte un peu particulier qu'on a décidé de monter ces webinaires à un moment aussi où l'électricité est abondante et à des prix qui sont revenus les plus bas d'Europe, pour la France en tout cas. Voilà, donc l'idée c'était de faire un petit peu un panorama sur tous les services, tous les éléments qui peuvent intéresser le monde agricole. On a décidé de faire ces 6 webinaires. Le premier donc concerne les certificats d'économie d'énergie. Le second parlera alors je ne sais plus en tête, mais on va balayer les énergies renouvelables, on va balayer les contrats d'énergie. Je sais que vous nous attendez beaucoup là-dessus. Ce sera dans 15 jours, je crois. La semaine prochaine, on sera sur tout ce qui est comment diminuer sa consommation d'électricité, notamment sur tout ce qui est process. Et puis, comme ça, jusqu'au 14 février, c'est pour la Saint-Valentin, on s'arrêtera. Donc, l'idée aujourd'hui, je suis accompagnée pour parler C2E et CPB de 2 de mes collègues, M. Laurent Coulon, qui s'occupe au niveau local, c'est-à-dire PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi, région sud, de la valorisation des certificats d'économie d'énergie, et de Nicolas Lecomte, responsable au niveau national de ce qu'on a des certificats de production biométhane, qui vous fera un petit rappel de l'actualité, des textes et de ce qui se passe sur ce volet-là, et qui, je pense, vous intéressera très, très fortement. Voilà, je passe la parole à mon collègue Laurent Coulon, et puis on démarre. Concernant les questions, je vous propose qu'on déroule les présentations et qu'à la fin de chaque présentation, on puisse prendre vos questions. Voilà. Si vous préférez le chat, on prend le chat, mais voilà. On n'est pas si nombreux que ça, donc l'idée, c'est de pouvoir échanger. Laurent, à toi. Merci Madame Brun pour votre accueil. Merci Nadège pour cette présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis tous mes meilleurs voeux, c'est d'actualité. Donc voilà, ce matin, j'ai décidé de vous parler des financements liés à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Alors déjà, pour rappel, le dispositif existe depuis 2006. Alors en quoi cela consiste? Eh bien tout simplement, il faut savoir que lorsque vous payez vos factures d'énergie, quelles qu'elles soient, ou votre plein de carburant, vous avez dans les taxes que vous payez une contribution au financement des certificats d'économie d'énergie qui vous sont restitués sous forme de primes lorsque vous décidez d'investir pour décarboner vos installations, pour réaliser des économies d'énergie sur vos process. Tout ce qui contribue en fait à réduire votre impact carbone et à faire des économies peuvent faire l'objet de fiches C2E, de fiches de certificat d'économie d'énergie, donc des dispositifs qui vous permettent d'être aidés financièrement pour vos investissements. Voilà. Alors, il faut savoir que
dans le secteur agricole, il existe aujourd'hui 26 fiches C2E. On ira voir tout à l'heure où elles se trouvent et comment elles sont faites. J'aimerais revenir en introduction sur ce qui fait le secret d'une opération de financement de certificat d'économie d'énergie réussie, parce qu'il y a des points de vigilance à connaître avant de se lancer. À savoir que lorsque vous décidez d'investir, par exemple, dans un appareil, je vais prendre l'exemple d'un tank à lait, par exemple, dans de la production laitière, ou bien un double tube de chauffage, par exemple, pour chauffer des serres maraîchères, avant de faire le choix du produit que vous allez installer sur vos installations et de signer un devis avec un fabricant, quel qu'il soit de ce produit, il est important en amont de nous contacter pour qu'on puisse ensemble voir si déjà si votre investissement correspond à une fiche C2E existante, et si c'est le cas, de bien border cette opération en amont avant que le devis soit signé. En effet, si vous contractualisez avec un fournisseur, un prestataire de service en signant un devis ou un marché, avant d'avoir contacté EDF pour instruire votre dossier de certificat d'économie d'énergie, vous aurez malheureusement droit à aucune aide. Il y a une chronologie importante à respecter et je voulais insister là-dessus parce que bien souvent, malheureusement, les personnes qui nous contactent pour bénéficier d'accompagnement financier le font trop tard, après que leur projet ait déjà été bien avancé, voire que les marchés ont été signés ou les devis ont été signés, et on est contraint de leur dire qu'ils ont droit à rien parce qu'ils n'ont pas respecté cette chronologie importante. Voilà, donc en introduction, je voulais rappeler ce point. Au niveau des C2E dans le secteur agricole, oui, alors tout d'abord, je vais vous montrer où se trouvent les fiches C2E. Il suffit d'aller sur Google, sur le site du ministère, et là, vous allez trouver toutes les fiches C2E. Chaque fiche C2E reprend point par point les exigences à remplir pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Je tiens aussi à vous rappeler que bien souvent, quand vous contactez des fabricants, par exemple des fabricants de tanks à lait ou des fabricants d'open buffer, enfin de tubes de chauffage ou de réchauffeurs d'eau chaude pour les serres, ce sont des fabricants qui connaissent le fait que leurs produits sont éligibles au C2E et bien souvent, ce sont souvent les premiers à vous en parler, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils vont vous faire un devis, ils vont vous dire que leurs produits sont éligibles au C2E. Après, il vous appartient de choisir soit de traiter les C2E directement avec un fournisseur d'énergie, ce que je vous recommande de faire, parce que quand il y a des intermédiaires, ben forcément chacun se rémunère au passage. En traitant directement avec un fournisseur d'énergie, vous êtes sûr de bénéficier de la prime de façon pleine et entière. Bien souvent, quand vous passez par des intermédiaires, des mandataires ou des délégataires C2E, ou tout simplement par le fournisseur de votre produit que vous achetez qui vous propose de s'occuper de la partie C2E à votre place, c'est une proposition qui peut vous faire, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. D'une part, les C2E vous appartiennent, ils appartiennent à celui qui investit, qui fait l'achat. Et moi, je vous recommande fortement de nous consulter, en tout cas pour comparer ce que nous vous proposons en termes de primes par rapport à ce qui peut vous être proposé par un mandataire, un délégataire ou le fabricant du produit lui-même. Voilà. Toujours important de comparer. Je vais partager mon écran pour vous montrer rapidement sur le site du ministère où se trouvent les fiches 2E, puis je vous donnerai quelques exemples ensuite d'opérations que nous avons menées l'année dernière. Il faut savoir que EDF, au niveau national, nous menons à peu près, rien que sur la partie agricole, 6000 valorisations de C2E sur l'année dernière. Voilà. Donc sur l'ensemble des 26 fiches existantes. Alors, toutes les fiches ne sont pas mises en œuvre. Les fiches, il y en a régulièrement qui sont supprimées par le législateur, d'autres qui sont créées sous forme de décret à peu près tous les 2 mois. Les fiches sont modifiées, amendées, de nouvelles sortes sont créées ou d'autres sont supprimées. Donc, je partage mon écran et on va aller voir. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc là, on est voilà, sur le site du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. Hein. Donc voilà, vous avez le lien. Je vous mettrai d'ailleurs le lien peut-être dans la partie commentaires.
petite conversation. Voilà, je vais vous mettre le lien, comme ça tout le monde peut y accéder. Voilà. Donc, ce site, vous l'avez ici. Vous voyez qu'il existe des fiches C2E, pas uniquement dans le secteur agriculture, mais dans plusieurs secteurs, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie. Nous, chez EDF, nous valorisons les C2E sur l'ensemble de ces secteurs. Là, je vous ai pris l'exemple du secteur donc, agricole. Les fiches donc, sont classées en 3 catégories, ce qu'on appelle les fiches équipements, donc qui concernent les équipements, les fiches services, parce que certains services sont également éligibles au certificat d'économie d'énergie, et enfin les fiches dites thermiques. Voilà. Certaines fiches donc, concernent le secteur des serres horticoles, d'autres des serres maraîchères. Certaines fiches concernent tout ce qui est bâtiment d'élevage et de volailles, et enfin les exploitations laitières. Et puis il y a certaines fiches qu'on appelle multisecteurs qui portent sur différents secteurs. Donc voilà où vous les trouvez. On va en ouvrir une au hasard. Là, la première. Voilà, celle-là, par exemple, le module d'intégration de température installé sur un ordinateur climatique. Par exemple, si je clique là-dessus, on va voir à quoi ressemble la fiche. Elles sont toutes bâties de la même façon. Là, il s'agit d'installer un ordinateur qui va venir gérer la température et l'hygrométrie, par exemple, dans une serre maraîchère ou une serre horticole. L'achat de l'ordinateur et les capteurs à mettre dans la serre peuvent être financés à plus de 50% par la prime C2E. C'est pour ça que c'est intéressant de monter le dossier de prime avant de signer le devis, parce qu'on peut avoir ainsi une bonne partie de son investissement réduit de moitié en mettant en œuvre cette fiche. Donc voilà, elle s'adresse aux serres maraîchères et horticoles qui sont soit neuves, soit existantes, voilà, pour l'installation d'un ordinateur climatique. Ordinateur climatique qui doit, donc voilà, il faut donner sa marque, il faut donner sa référence, il faut donner la surface de la serre. Le calcul qui est ici permet d'obtenir ce qu'on appelle des kilowattheures QMAC. C'est l'unité de mesure des économies d'énergie réalisées à l'issue de la mise en place du matériel à travers cette fiche. Et nous, ensuite, on va venir convertir ces kilowattheures QMAC, ces économies d'énergie, en euros sonnants et trébuchants. Voilà. Est-ce que jusque-là, les propos sont clairs? Vous donner un exemple de ce que ça peut donner dans la vraie vie. Voilà, nous avons l'année dernière accompagné un producteur horticole dans le Var pour l'installation d'un ordinateur climatique pour sa serre horticole du côté de Toulon. L'économie d'énergie avec la mise en place de ce système, c'est entre 5 à 10% sur la partie chauffage, voire même 40% parce que les serres horticoles sont chauffées l'hiver. Et le financement de l'ordinateur climatique a été pris en charge par les C2E, donc par EDF, à hauteur de 48%. C'est quand même pas mal. Un autre exemple également, cette fois-ci, c'était à Saint-Martin-de-Crau, producteur de tomates. Vous voyez que la photo ici qui est assez conséquente. Là aussi, ils ont installé, alors ce n'était pas un ordinateur climatique, là c'était l'ordinateur climatique, ils l'avaient déjà. Là, c'était un stockage d'eau chaude pour faire circuler de l'eau chaude dans des tubes de chauffage qui passent, on les voit ici d'ailleurs, sur la photo au niveau des plants de tomates. Là, tout simplement, on a également financé l'investissement à hauteur de 15 à 20%. On a financé l'investissement à hauteur de 49% pour l'installation de ce stockage d'eau chaude qu'on appelle un open buffer. Voilà. Et ça permet d'économiser 15 à 20% sur la facture de chauffage des serres. Alors, il y a d'autres fiches qui existent. Je ne vais pas les passer en revue, les 26 là maintenant, mais ce serait un petit peu long. C'est pas le propos. Il y a également des nouvelles fiches qui vont sortir là cette année, en 2025. Je voulais en parler, ça peut être utile, avec l'électrification des usages. Outre des aides pour l'achat de tracteurs électriques, il y a également des robots qui sont utilisés en culture fruitière ou maraîchère.
des robots sur lesquels prennent position les personnes qui travaillent dans les serres ou dans les vergers. Ce sont des robots qui sont électriques, bien souvent. Et là aussi, pour acheter ce genre de matériel, bien évidemment, il y a des financements C2E. Donc, c'est important d'être au courant que ça existe. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur les C2E? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le sujet des C2E? Je suis intéressable sur le sujet, je peux en parler pendant des heures, mais bon, je pense que ce n'est pas le but. Moi, j'ai une question. Je suis allé à l'essentiel. Qui est contacté chez EDF pour aider l'exploitant à établir son dossier? Est-ce que c'est un service particulier? Non, c'est moi, tout simplement. C'est vous. Voilà, l'exploitant se met directement en rapport avec moi, il me fait part de son projet, et puis il me dit un petit peu on regarde ensemble déjà s'il existe une fiche C2E qui correspond à son projet, et si c'est le cas, je m'occupe de A à Z de l'instruction du dossier. La seule chose que je vais demander tout simplement à l'exploitant, c'est d'abord de me faire passer un devis non signé pour que je vérifie que le devis reprend bien les éléments nécessaires à l'instruction du dossier C2E, ce qu'on appelle les éléments de preuve, qui sont d'ailleurs réclamés sur chacune des fiches C2E. Donc je vérifie le devis. Si le devis n'est pas complet, je vais le faire compléter par son prestataire. Et ensuite, tout simplement, une fois l'accord commercial signé sur le montant de la prime, avant même que le devis soit signé, l'exploitant connaîtra le montant de la prime qui lui sera versé à l'issue des travaux, à l'issue de l'achat. Déjà, ensuite, il pourra signer son devis, il fait réaliser les travaux ou il réalise son achat, et ensuite, avec contrefacture ou un PV de réception ou une facture fin de travaux, la prime lui sera payée. Et c'est uniquement EDF qui instruit la demande. Il n'y a pas de contrôle d'un autre organisme. Si, alors certaines fiches sont soumises à contrôle. Merci Madame Brun de le souligner. Pas toutes, mais il y a des fiches qui sont soumises à contrôle sur site, des contrôles qui sont financés par EDF et qui sont réalisés par des organismes type Socotec, Bureau Veritas ou DECRA ou autres, qui viennent vérifier que tout simplement les travaux ou l'achat du matériel est bien conforme aux exigences de la fiche et puis que bien évidemment les travaux sont avérés et sont bien terminés, ils ont bien eu lieu. Voilà. En aucun cas, la prime C2E ne pourra dépasser, bien évidemment, le montant de l'investissement. Mais sur certaines fiches, il nous est arrivé, en particulier pour des fiches qui sont bonifiées, c'est-à-dire que parfois le législateur veut mettre l'accent, veut appuyer fortement sur tel investissement, sur telle fiche. Donc il y a ce qu'on appelle des bonifications, c'est-à-dire que le montant de la prime peut être multiplié par 2, par 3, voire par 4, ce qui nous permet parfois d'avoir des financements qui soient pris en charge à 100% par les C2E, c'est arrivé dans certains cas et sur certaines fiches, soit en industrie, soit en tertiaire, soit pour des raccordements à des réseaux de chaleur de certains bâtiments. Voilà. Ça peut arriver, on peut aller jusqu'à une prise en charge à 100% de l'investissement. Et vous intervenez sur l'ensemble de la région sud, PACA, sur les 6 départements? Alors, moi, j'interviens sur le 13 04 05. J'ai une homologue qui est basée à Nice et qui intervient sur le 83 le 06. Et j'ai une autre homologue basée à Nîmes qui intervient sur la partie Languedoc-Roussillon. Okay. Le nombre de dossiers que vous traitez sur votre périmètre est important? Alors, sur mon périmètre, sur l'année 2024, c'est à peu près 1200, 1300 dossiers, tous secteurs confondus, rien qu'en ce qui me concerne, bien évidemment, sachant qu'il y en a au moins tout autant auprès de mes collègues que je viens de citer. Ça représente un accompagnement financier de la part d'EDF sur l'ensemble de la région Méditerranée de plus de 7 millions d'euros. Oui. Donc c'est dommage de passer à côté quand même. Et dans le secteur agricole, est-ce que c'est quelque chose qui est bien connu ou est-ce que vous trouvez qu'il y aurait… Alors, moi, des relations que j'ai par exemple avec les serristes, qui est la majorité des clients que je rencontre, ce sont des gens qui sont extrêmement bien informés déjà par les fournisseurs de matériel, parce que bien évidemment que pour un fournisseur de matériel, c'est un avantage que d'avoir son matériel qui est éligible au C2E, puisque c'est un argument pour vendre son matériel non négligeable.
Donc, les séristes, j'avais remarqué que c'était toutes les coopératives fruitières, les coopératives de maraîchères sont des gens qui sont extrêmement bien informés. Laurent, il y a une question sur le chat. Une dame, Madame Bernard, qui pose la question de savoir si les financements sont possibles pour les installations frigo. Oui, tout à fait. Donc, il y a 3 fiches qui existent. Alors, je vais les citer, les 3. Elles sont ce qu'on appelle multisecteur. Multisecteur, ça veut dire que ce sont des fiches qui s'appliquent à différents secteurs du monde agricole et pas uniquement les producteurs de lait ou les maraîchers. Donc, les 3 fiches multisecteurs qui sont sur les lots concernant la production de froid, c'est l'Agri UT 103, l'Agri UT 104. C'est tout ce qui touche au système de récupération sur production de froid qu'on appelle de basse pression flottante et de haute pression flottante sur les groupes froids et également sur les systèmes de récupération de chaleur, par exemple sur la production de froid pour les cerfs. Donc voilà, oui, effectivement, sur la production de froid et sur la récupération de chaleur, il existe des fiches intéressantes à mettre en œuvre sur le froid, pour les frigos. Il y a également la ventilation des silos pour tout ce qui est stockage en vrac de céréales. Il y a les chaudières également qui font l'objet de fiches C2E, les récupérateurs échangeurs de chaleur, voilà. Bon, bien évidemment que quand on a un projet, la première des choses à faire, c'est de nous contacter pour qu'on passe en revue les 26 fiches et qu'on voit si le projet peut ou pas s'inscrire avec une ou plusieurs fiches C2E. Bien évidemment qu'on peut cumuler sur un même projet plusieurs fiches C2E, ce qui vient augmenter tout autant le montant de la prime. Est-ce que ça répond? Il y a des fiches qui concernent les stations de pompage électrique, pompage de l'eau. Oui. Tout ce qui touche au pompage, aux stations de pompage, ce qu'on appelle les ASA, en particulier tout ce qui est variation de vitesse des moteurs, des pompes. Quand on installe des variateurs de vitesse, on réalise des économies d'énergie sur la consommation d'électricité des pompes. Et bien évidemment, là, c'est éligible à des fiches C2E, à des primes C2E. Et il existe des fiches pour cela. Vous avez eu des dossiers de ce type dans la région? Oui. Et pas uniquement sur le secteur agricole, parce que tout ce qui touche à l'irrigation, c'est le secteur agricole. Mais il m'est arrivé de monter une opération. Alors, je m'en étais occupé, c'était dans le Var. Je me souviens, un golf dans le Var, un très grand golf dans le Var qui avait des moteurs de pompe, des pompages pour tout simplement asperger les terrains de golf et qui avait bénéficié également de ces 2E en mettant la variation de vitesse sur ces pompes à eau. Et pourtant, les golfs, ce n'est pas du secteur agricole, mais ça marche aussi. Du moment qu'on irrigue des cultures, on est bien dans l'irrigation. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, voilà, s'il y a une chose que tous les participants autour de cette table doivent retenir, c'est bien sûr de me contacter en amont de leur projet, déjà, pour qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais au moins, ça permet s'il est possible d'avoir des financements, de faire les choses en bon ordre pour pouvoir en bénéficier à l'issue des travaux, à l'issue de l'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, ou en tout cas s'il y en a qui arrivent après, je vous propose, oui, le contact, j'allais y venir. Merci. Le contact. Je te propose, Laurent, de mettre ton contact, ton adresse email, ton téléphone dans le chat pour que… Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et le contact de votre collègue sur les départements 06 aussi. Eva. De toute façon, moi, je peux faire le lien, c'est-à-dire que si c'est pas sur… je peux assurer la mise en relation. Je vais vous donner mon contact, vous passez par moi, et puis après, j'assure la mise en relation, bien évidemment, avec mes 2 homologues qui seront ravis, bien évidemment, de vous aider. Voilà. Donc, je vais vous donner mon contact tout de suite. Hop. Voilà, je vais le mettre là. Et pendant que tu fais ça, on va passer la parole donc à Nicolas Lecomte sur tout ce qui est méthanisation CPB. Et le partage marche.
Et le partage marche, c'était la première question que j'allais te poser, Nadège. Alors, je vais essayer de vous la mettre en plein écran. Voilà, ça devrait être le cas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'accueillir. Merci Nadège en particulier. Donc, comme Nadège vous le disait, aujourd'hui, je vais vous parler certificat de production de biogaz. Donc, juste me présenter dans les grandes lignes. Donc, moi, je suis chef de projet certificat de production de biogaz. Le projet certificat de production de biogaz, c'est un projet qu'on a mis en place il y a un petit peu plus d'un an au sein d'EDF. Moi, je travaille à Paris et donc j'interviens sur la France entière. Et puis, on va commencer par la fin. Si vous souhaitez, suite à ce webinaire, nous contacter pour avoir plus d'informations ou pour partager sur des projets concrets sur lesquels on pourrait vous accompagner, je vous invite à retenir l'adresse biométhane@edf.fr. Alors, une petite présentation du dispositif de soutien. Donc, il a été créé par la loi Climat et Résilience d'août 2021 et cette loi, elle a introduit l'obligation d'incorporation de biométhane dans le gaz et le législateur s'est fortement inspiré de l'obligation de certificat d'économie d'énergie dont on vient de parler. Elle a pour quel objectif, cette obligation? Elle a pour objectif de transférer partiellement le financement de la filière aux fournisseurs via une obligation de certificat de production de biogaz. Donc on voit finalement la similarité avec les C2E. Les fournisseurs vont être amenés à faire payer une composante à leurs clients, tout comme aujourd'hui ils font payer un coût des C2E à leurs clients consommateurs d'électricité ou de gaz, et avec cette manne financière d'une certaine façon que les fournisseurs vont récupérer, ils vont contribuer au développement de la méthanisation, de la même façon qu'encore une fois sur les C2E, ils restituent ces finances à des projets d'efficacité énergétique. Et donc à partir de 2026, c'est l'année à partir de laquelle l'obligation va s'imposer. Chaque fournisseur va donc devoir financer, entre guillemets, le verdissement du gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contribuer à la construction de nouvelles unités de méthanisation, parce que c'est bien ça l'objectif de la loi, c'est d'accélérer le développement de la filière et donc que de nouvelles unités de méthanisation soient construites, raccordées au réseau et injectent dans les réseaux de gaz de GRDF, de TREGA et de GRTGaz du biométhane. Donc on est vraiment sur le fait d'accélérer le développement d'une filière qui a commencé à peu près en 2011, qui a réellement accéléré à partir de 2017. Aujourd'hui, on a à peu près une capacité installée en France de production de 13 TWh. 13 TWh en absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en France, on a plusieurs centaines de térawattheures de consommation de gaz, et qui est du gaz fossile. Donc aujourd'hui, c'est à peine quelques pourcents le biométhane. Et donc l'objectif des pouvoirs publics, c'est bien d'accélérer le développement de ces capacités de méthanisation pour pouvoir consommer toujours plus de gaz et donc moins de gaz fossile et contribuer aux objectifs de décarbonation de la France. Et ça tombe bien, puisqu'en France, on a un potentiel très important pour développer la méthanisation. On parle d'un petit peu plus de 100 TWh dans des études théoriques. Alors en fait, ce sera moins que ça. On ne pourra pas faire 100 TWh parce que il faudra que les unités soient proches du réseau de gaz. Il y a des problématiques d'acceptabilité locale de construction de méthaniseurs. Il faudra également mobiliser des financements. Et puis évidemment, il y a des question de concurrence des usages de la biomasse. Néanmoins, on a un important potentiel en France pour produire du biométhane. Et puis ce potentiel, il vient très largement du secteur agricole, qui représente quasiment 90% du gisement possible pour développer de la méthanisation. Et quand on parle du potentiel du secteur agricole, on parle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, on parle des résidus de culture, on parle des cheptels, donc des effluents d'élevage, et puis des cultures énergétiques dédiées. Donc le secteur agricole peut être un très grand contributeur au développement de la méthanisation.
Donc concrètement, à partir de 2026, on disait que chaque fournisseur doit verdir le gaz, il va devoir incorporer du biométhane dans le gaz qu'il livre à ses clients avec un taux d'incorporation qui va croître année après année. Ce dispositif, il vient donc compléter les dispositifs de soutien qui finalement existaient depuis 2011. Jusqu'à présent, c'était l'État qui soutenait le développement de la filière, et donc à partir de 2026, l'État va continuer de financer et de tirer le développement de la filière pour les unités de moins de 25 gigawattheures par an, donc avec le tarif. Et puis pour les unités de plus grande capacité, on va retrouver un soutien privé, et c'est donc là que les CPB arrivent. Alors, en théorie, un projet est éligible au dispositif CPB, quelle que soit sa capacité. Dans la pratique, à partir du moment où les unités de moins de 25 gigawattheures pourront toujours bénéficier du tarif, on peut imaginer que en cible, on aura le tarif d'un côté pour les unités de moins de 25 et puis des CPB pour les unités de plus de 25 gigawattheures à partir de 2026. Alors, concrètement, comment ça marche? Alors, j'ai noté représentation schématique simplifiée du dispositif. Vous allez voir, c'est déjà pas simple. Donc, on a le producteur qui doit avoir une unité certifiée RED 2. Alors, RED 2, c'est un terme un petit peu barbare. RED 2, c'est une directive européenne de décembre 2018 de promotion des ENR. Ça veut dire concrètement que son méthaniseur, il doit être approvisionné par des intrants qui sont durables. Ça veut dire typiquement que, par exemple, il ne peut pas l'alimenter avec des produits qui viennent de terre ayant le caractère de tourbière. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis, les intrants qui alimentent le méthaniseur doivent également respecter des critères de réduction des gaz à effet de serre. Donc, sur l'ensemble de la chaîne, de la production d'intrants jusqu'à l'injection dans le réseau, le biométhane a une intensité carbone inférieure à un certain seuil en termes de grammes de CO2 par mégajoule, qui est à partir de 2026 aux alentours de 14 grammes de CO2 par mégajoule. Ça, c'est important puisque chaque installation, pour être éligible au dispositif CPB, doit être certifiée. Donc le producteur produit avec son méthaniseur, il va produire du méthane, ça c'est la molécule. Ensuite, ce que le dispositif législatif prévoit, c'est que ce producteur puisse se faire allouer un certain nombre de certificats de production de biogaz par mégawattheure produit. Je vous épargne la question du coefficient de modulation, puisque ce n'est pas exactement 1 mégawattheure égale 1 CPB. Il y a un certain nombre de cas de figure possibles, notamment en fonction de l'ancienneté de l'unité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a production de la molécule et allocation d'un certificat. Et donc, le producteur aura généré la molécule et le certificat qui est associé et qui finalement va attester du caractère vert du gaz qui va être injecté dans le réseau. À côté de ça, vous avez les fournisseurs de gaz qui vont fournir du gaz à leurs clients résidentiels et tertiaires. Et ces fournisseurs, de la même façon, le dispositif législatif prévoit, comme on le voyait tout à l'heure, qu'ils ont une obligation annuelle de restitution à l'État d'un certain nombre de CPB. Et donc, c'est ce qu'on appelle le taux d'incorporation. Donc, c'est les taux qu'on présentait sur la diapo précédente avec le graphique, donc le taux croissant. Et donc, on applique ce taux multiplié par les consommations des clients du fournisseur. Et donc, ça donne un certain nombre de volumes de certificats qu'il va devoir restituer à l'État. Donc, le fournisseur est obligé. Alors, comment est-ce qu'il va répondre à cette obligation? Eh bien, il va signer des contrats avec le producteur, avec les producteurs, un contrat d'achat-vente, dans lequel le producteur va céder au fournisseur le biométhane qu'il aura produit. Donc on parle de la molécule et évidemment du certificat. Et puis en contrepartie, puisque c'est un contrat d'achat-vente, il va rémunérer le producteur. Le fournisseur a donc acquis ses certificats de production de biométhane. Et comme il est obligé, il va les restituer chaque année à l'État, qui va s'assurer que le fournisseur a bien répondu à son obligation. Et puis la loi prévoit également, et c'est ça ce qui va inciter le fournisseur à le faire,
que s'il y a un certain nombre de certificats qui manquent par rapport à son obligation, il va devoir payer des pénalités. Donc l'État va compter chaque année combien de CPB ont été restitués par rapport à l'obligation, et pour tout ce qui va manquer, le producteur sera pénalisé, et la pénalité, aujourd'hui, elle est fixée à 100 € par CPB manquant. Donc le fournisseur devra s'acquitter de cette amende. Et puis pour les certificats qu'il aura obtenus, il commercialisera le gaz et il pourra attester vis-à-vis de ses clients que le gaz qu'il leur fournit contient une part de biométhane, qui correspond d'ailleurs à ce fameux taux d'incorporation. Alors, le dispositif est simplifié, puisque là, on est dans un schéma où on a un contrat direct entre le producteur et le fournisseur. Le CPB, c'est un bien meuble négociable. Il peut s'échanger dans d'autres formats. On peut imaginer un producteur qui va vendre ses certificats à un trader qui va le revendre à un fournisseur. Tous les échanges sont possibles. Là, c'est vraiment le cas de figure principal que je vous ai présenté. Alors, si on se positionne vis-à-vis du producteur, du méthaniseur, eh bien, ce dispositif, c'est une nouvelle opportunité de financement des projets, et c'est bien l'objectif du dispositif, puisque je disais que c'est de contribuer à la construction de nouveaux méthaniseurs et à l'augmentation de la part de biométhane injectée dans le mix gaz français pour être moins dépendant du gaz fossile et accessoirement de développer l'autonomie énergétique. Donc, vu du producteur, le producteur a un certain nombre de coûts pour la production de son biométhane. Le biométhane, c'est cher à produire. Quand on parle de coût de production, on est sur des ordres de grandeur aux alentours de 100 €, voire plus. Donc le biométhane à produire, c'est cher, c'est nettement évidemment plus cher que du gaz fossile. Et donc si le producteur il était amené à valoriser son gaz seul, finalement, la seule rémunération qu'il pourrait espérer, c'est la rémunération du gaz, et évidemment au prix du gaz fossile, importé de pays qui extraient du gaz du sous-sol, mais qui ne le produisent pas par un processus de méthanisation. Bien évidemment, le compte n'y est pas, et le producteur ne couvrirait pas ses coûts de production, et il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs pour lui de couvrir ses coûts de production, il s'agit aussi de faire une marge, et donc évidemment avec la seule rémunération de la molécule, le compte n'y est pas. Et c'est là que les CPB interviennent, puisque en vendant également, en se faisant allouer un certificat et en vendant ce certificat, en plus de la molécule, il va donc bénéficier d'un complément de rémunération, et donc pouvoir se faire rémunérer son biométhane dans le cadre de ce contrat de gré à gré librement négocié avec un fournisseur de gaz. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que de la vue du producteur, le dispositif est une vraie opportunité pour financer les projets de méthaniseurs. Et on voit encore la similitude avec le dispositif des C2E, puisque c'est le fournisseur qui va apporter un complément de financement qui va aider le producteur à développer son projet. Et donc valoriser le caractère renouvelable du gaz qu'il aura produit. Alors, si on regarde maintenant ce que nous, EDF, on fait, donc EDF, on est engagé de longue date dans la décarbonation, notamment en développant grâce à l'électricité et des solutions énergétiques. Mais quand l'électrification n'est pas possible, consommer consommer du gaz, du biogaz, c'était une bonne solution, puisque l'intensité carbone du biométhane est 4 fois plus faible que l'intensité carbone du gaz fossile. Donc évidemment, EDF souhaite s'inscrire pleinement dans le dispositif des C2E, et donc EDF, en tant qu'acheteur obligé, achète désormais d'importants volumes de biométhane pour les intégrer dans ses offres gaz.
Et EDF est un acteur important, puisque ce n'est pas forcément toujours connu, puisqu'on parle beaucoup d'EDF en tant qu'électricien, mais EDF était un fournisseur de services énergétiques, mais également un important fournisseur de gaz. Aujourd'hui, on est le premier fournisseur alternatif derrière le fournisseur historique, ce qui veut dire qu'on va être le deuxième obligé de France, puisqu'on a vu que l'obligation était proportionnelle au volume commercialisé aux clients. Et donc, EDF offre une réelle opportunité de valorisation pour les porteurs de projets, de valoriser leur biométhane, qu'il s'agisse de projets neufs qui vont être construits ex nihilo, ou pour des projets de conversion d'unités qui jusqu'à présent valorisaient leur biogaz en forme de production d'électricité, donc les cogénérations qui vont arriver peu à peu en fin d'obligation d'achat, et donc qui peuvent basculer en injection de biométhane. Et donc EDF va leur permettre de valoriser à travers des contrats long terme leur future production de biométhane, et ainsi donc contribuer au financement de nouvelles installations. Alors à quelle filière on s'adresse? On s'adhère finalement à toutes les filières, bien évidemment la méthanisation, que ce soit la méthanisation agricole, mais également la méthanisation industrielle, notamment la méthanisation de l'industrie agroalimentaire qui produit un certain nombre de coproduits méthanisables, les déchets verts, les déchets ménagers, les boues de station d'épuration, puis on a également un processus un petit peu atypique qui est indépendant de la méthanisation, qui est le captage des gaz, des installations de stockage des déchets non dangereux, ce qu'on appelait il y a quelques années les décharges. Donc, on est acheteur de biométhane qui va être produit par l'ensemble de ces filières, et donc évidemment, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, par la filière de la méthanisation agricole. Comme je le disais il y a quelques instants, donc on va s'adresser et proposer notre solution d'achat de biométhane à l'ensemble des typologies d'unités, donc les unités neuves, ce qu'on appelle dans l'univers de la méthanisation les unités greenfield, donc qui construites sur un terrain vierge, donc un terrain vert, et puis les rétrofits en injection d'écogénération biogaz, qui vont trouver ainsi une nouvelle opportunité de valorisation de leur production de biogaz. Et puis en termes de capacité, pour finir, et c'est cohérent avec le dispositif des CPB, puisqu'on a vu tout à l'heure ce fameux seuil des 25 gigawattheures, avec le tarif de l'État en dessous de 25 et les CPB majoritairement au-dessus de 25. Donc on va plutôt s'adresser aux unités de grande et moyenne capacité. Je ne vais pas forcément détailler toutes les lignes des principales caractéristiques du contrat d'achat-vente qu'on propose. Ce qu'il faut retenir, les points importants, c'est qu'il s'agit de contrats long terme, donc on est sur des contrats qui peuvent aller jusqu'à 15 ans. On est sur des contrats à prix fixe. Ça, c'est extrêmement important. Prix fixe, évidemment, indexé dans le temps pour couvrir l'évolution des coûts de production du méthaniseur. Et puis, on est responsable d'équilibre. Alors, responsable d'équilibre, ça ne vous parle pas forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où on achète à prix fixe et qu'on est responsable d'équilibre, ça veut dire qu'on porte l'intégralité des risques marché de l'énergie. C'est-à-dire que si les prix du gaz évoluent sur les marchés, évoluent à la baisse, évoluent à la hausse, le producteur n'est pas du tout exposé à ces risques d'évolution des prix de marché. On lui garantit pendant 15 ans un prix fixe, et c'est nous, EDF, qui faisons notre affaire d'être exposés à ces variations de prix de marché, à les gérer, pour être en capacité de rémunérer le producteur au prix qu'on a fixé pendant potentiellement 15 ans dans le cadre du contrat. Donc ça, c'est vraiment une grande force de ce qu'on propose, sachant qu'on a un certain nombre de concurrents qui peuvent être amenés à proposer des formules de prix en partie indexées sur les variations de marché de l'énergie qui exposent évidemment à des risques le producteur, notamment dans le cas de baisse des prix de marché, puisque ça entraîne pour lui une baisse de la rémunération de son biométhane, alors que de l'autre côté, ses coûts de production, eux, ne sont évidemment pas corrélés avec les marchés du gaz. Et puis le producteur, de l'autre côté, évidemment, il a un certain nombre d'engagements, puisque c'est un contrat entre deux parties. Donc lui, son engagement, c'est de produire du biométhane durable. On a vu qu'il y avait un certain nombre de critères à respecter.
il va s'engager évidemment sur des volumes de prévision annuels. Ça, c'est important aussi. On ne lui demande pas des engagements mensuels. C'est vraiment un engagement annuel et libre à lui de gérer ses aléas de production et la production sur l'année. Il n'a pas d'engagement plafond, c'est-à-dire que autant il doit s'engager sur un certain volume minimum annuel, autant il n'a pas d'engagement plafond dans les limites de caractéristiques techniques de l'installation, donc il peut pousser au maximum son installation, et donc on s'engage à lui racheter au prix du contrat l'ensemble de sa production. Et donc, les risques construction, production, durabilité sont portés par le producteur. Et voilà comment on va trouver la répartition des risques dans le contrat. Il y a un certain nombre de clauses qu'on va trouver dans le contrat, qui sont des clauses standards sur des contrats long terme, notamment des clauses liées à des éventuels changements de la réglementation, qui doivent protéger les deux parties, parce que on sait très bien qu'il va s'en passer des choses pendant 15 ans, la réglementation évoluera, il y aura un certain nombre de contraintes potentiellement qui seront imposées aux fournisseurs, imposées aux producteurs, par exemple sur les critères de durabilité, qui peuvent engendrer des surcoûts pour l'un et pour l'autre, qui n'était pas forcément prévisible à la signature du contrat, et donc ce type de clause vise à protéger les deux parties. Et puis, vous me direz, il y a quelque chose qui est fondamental qui n'apparaît pas sur votre diapo, c'est la question du prix. Pourquoi elle n'apparaît pas? Parce que, autant pour le tarif de l'État, vous avez des grilles de prix qui sont publiées sur Internet, que vous pouvez trouver. Vous savez exactement à quel prix est rémunéré le biométhane dans le cadre du tarif. Et bien, dans le cadre des certificats de production de biogaz, on est sur un mécanisme de marché, donc avec des prix qui sont librement négociés entre le producteur et le fournisseur. Là aussi, je vais passer assez vite sur cette diapo, qui est la dernière de ma présentation, pour vous présenter un petit peu où est-ce que ce dispositif de contractualisation s'insère dans le cycle de vie d'un projet de biométhane injecté. Alors, vous ne le savez pas forcément, mais un projet de biométhane injecté, de méthaniseur, c'est long, c'est, on va dire, entre 5 et 7 ans entre le moment où les parties prenantes commencent à réfléchir à développer le projet et le moment où ils commencent à produire, à injecter ces premières molécules de biogaz dans le réseau. Et donc nous, on va intervenir et proposer notre service aux porteurs du projet au moment à peu près des études détaillées. Il faut que le projet ait atteint un certain niveau de maturité pour que le producteur, le développeur de projet commence à s'intéresser à la question de la valorisation du biométhane. On va signer un accord de confidentialité et puis on va commencer à négocier ce fameux contrat long terme, puisque c'est vraiment une négociation. Je vous ai présenté des caractéristiques types, mais chaque projet, chaque contrat est négocié de gré à gré entre l'ensemble des parties. Donc il y aura une négociation, et puis une négociation évidemment sur le prix. Et puis, ça va permettre évidemment aux porteurs de projet de valider son business plan, et puis à un certain moment, d'obtenir le financement auprès de sa banque, de prendre la décision décision d'investissement. Accessoirement, il aura à ce moment-là un engagement du distributeur sur les délais de raccordement. Et puis derrière, le contrat long terme va être exécuté pendant l'intégralité de la vie de l'unité de méthanisation, avec donc la cession du biométhane par le producteur à EDF et évidemment la rémunération de ce biométhane par EDF vers le producteur. Et je me rends compte que j'ai été très bavard et que je n'ai pas forcément laissé beaucoup de temps pour les questions. Alors justement, merci Nicolas de ton intervention. Il y a déjà une question dans le fil de la conversation. Les CPB peuvent-ils s'additionner aux obligations d'achat ou uniquement une fois que les obligations d'achat sont terminées, sont arrivées à leur échéance? Alors, je pense que celui ou celle qui a posé les questions fait référence au tarif d'obligation d'achat électricité pour l'écogénération biogaz. La réponse est non. La loi prévoit que pour qu'un producteur se fasse allouer un certificat de production de biogaz, son unité de production ne doit pas bénéficier par ailleurs de quelconque dispositif de soutien public.
Donc, que ce soit un contrat d'obligation d'achat, un complément de contrat de complément de rémunération pour de l'injection d'électricité, ou que ce soit également un contrat d'obligation d'achat pour la production de biométhane. Donc le producteur doit être libre de tout engagement dans le cadre d'un dispositif de soutien public pour pouvoir bénéficier du dispositif des certificats de production de biogaz. Donc, pour ce qui concerne l'obligation d'achat ELEC, plus précisément, parce que je pense que c'était ça la question, ça veut dire que le contrat d'EDF obligation d'achat, qui est un contrat qui a été signé pour 15 ans, voire 20 ans, si le producteur a signé l'avenant avec EDF obligation d'achat, mais il faut que ce contrat soit arrivé à échéance, soit a été rompu avant échéance par le producteur, mais celui ou celle qui a posé la question, se pose alors la question d'application d'indemnité de rupture anticipée. Et donc là, c'est évidemment le producteur qui doit peser le pour et le contre et faire son analyse financière. Voilà. Mais voilà, si je dois répondre à la question de façon directe, la réponse est non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, visiblement, on n'a pas d'autres questions. Merci Nicolas pour ton intervention. De toute façon, j'ai mis tes coordonnées et les miennes dans le fil de la conversation. Donc, s'il y a des questions ou des interpellations sur des projets potentiels, tout le monde pourra nous joindre sur le sujet. Est-ce que... Non, toujours pas de questions. Donc, je vous propose, Madame Brun, qu'on conclue ce webinaire. Moi, ce que je souhaiterais avant ça, c'est vous projeter peut-être la liste des prochains webinaires de manière à ce que vous puissiez voir ceux qui peuvent vous intéresser. Je vais essayer de partager mon écran. En tout cas, de toute façon, je vous le mettrai dans le fil de la conversation. Normalement, vous me direz si vous voyez mon écran. Ça marche, moi on y voit. Donc, on était aujourd'hui le 7 janvier, donc c'était sur les C2E et les CPB. Le prochain, donc, concernera tout ce qui est efficacité énergétique, chaud-froid, moteur à vitesse variable, avec des solutions apportées pour faire des économies d'énergie et diminuer sa facture d'énergie. Ça s'adresse plus particulièrement tout ce qui est cave, arboriculture, le stockage, industrie agroalimentaire, ASA. Le 21 janvier, il y aura celui, je pense, vous attendez tous, le marché de l'énergie. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les prix aujourd'hui? Quels sont les contrats? Comment tout ça marche? Et quelle visibilité? Le 28 janvier, on sera sur l'efficacité énergétique, sur l'efficacité énergétique, piloter, réduire, sécuriser son alimentation électrique. Donc, ça concerne un petit peu tous les secteurs du monde agricole. En tout début février, donc le 4 février, on aura un atelier sur tout ce qui est produire son énergie. Pour devenir un peu plus résilient vis-à-vis du marché de l'énergie, tout ce qui est photovoltaïque en bâtiment, en ombrière, agri-PV aussi, et petite hydraulique. Et enfin, le 11 février prochain, on refera une petite séance avec EDF Hydraulique, où effectivement la Chambre régionale d'agriculture a des liens particuliers depuis de nombreuses années. On refera un bilan de tout ça et il y aura une intervention de ma collègue de l'hydraulique sur ce sujet-là. Voilà, donc si vous n'étiez pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers qui vous intéressent. Je vous le mets également dans le fil de la conversation. Voilà, et puis sinon, moi, il me reste juste à remercier mes collègues intervenants et puis vous tous qui êtes restés connectés. J'espère qu'on vous a apporté les réponses à vos questions, ou en tout cas qu'on a suscité des interrogations sur certains sujets que vous n'aviez peut-être pas envisagés. N'hésitez pas à revenir vers nous, on est là pour répondre à vos questions et instruire. Madame Brun, je vous laisse la parole. Eh bien, merci infiniment au service d'EDF pour ces présentations très
très intéressantes. Ce sont des sujets que je ne connais pas forcément. Moi, je travaille plutôt sur la gestion de l'eau. En revanche, je sais que ces questions liées à l'énergie préoccupent beaucoup les exploitants et je pense que l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que les suivants, sera suivi avec intérêt par un grand nombre à la fois de conseillers et d'exploitants. Car c'était très clair. Pour moi qui ne connais pas ces sujets, j'ai trouvé dans les présentations des éléments éclairant un peu ces sujets complexes. Merci beaucoup. Et donc à mardi prochain pour notre prochain épisode. Exactement. L'énergie la moins chère. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.